La neige tomba tôt cette année-là, déjà 6 pouces le 7 novembre. Johnny, qui portait sa vieille parka pour aller chercher le courrier, lassait une paire de bottes en caoutchouc. La semaine précédente, Dave Pelson avait expédié un colis contenant les polycopiés des cours qu'il aurait à donner en janvier. Il préparait son retour. Dave lui avait également trouvé un appartement dans Howland Street, au numéro 24, à Cleve Mills. Johnny, parce qu'il avait une fâcheuse tendance à ne pas se souvenir des noms et des chiffres, l'avait inscrit sur une feuille qu'il gardait dans son portefeuille. Le ciel était gris et bas, la température oscillait au-dessous de 2 degrés. Tandis qu'il remontait l'allée, les premiers flocons commencèrent à tomber. Comme il était seul, il n'hésita pas à tirer la langue pour essayer d'en toucher un. Il ne boitait presque plus et se sentait en pleine forme. Il n'avait pas eu de migraine depuis 2 semaines. Une circulaire de Newsweek, une petite enveloppe bulle adressée à John Smith, sans nom au dos, composait son courrier. Johnny l'ouvrit sur le chemin du retour. Il en sortit une simple feuille de journal et lut en haut Vue intérieure. Il s'arrêta. C'était la 3e page du prochain numéro. La manchette était consacrée à un exposé sur le beau héros d'une série policière à la télé. Des informations aussi sur les maîtresses de maison américaines, des régimes, la photo d'un bébé et l'histoire d'une petite fille de 9 ans qui avait été miraculeusement guérie à Lourdes. Les docteurs mystifiés annonçaient triomphalement le titre, et un autre titre au bas de la page était entouré. Le médium du Maine reconnaît sa supercherie, disait-il. Le propos de Vue intérieure a toujours été non seulement de vous révéler les médiums inconnus de la presse officielle, mais aussi de dénoncer les tricheurs et les charlatans qui ont retardé pendant si longtemps l'acceptation de l'authentique médium. Un de ces mystificateurs révèle sa supercherie à un de nos informateurs. Ce soi-disant médium, John Smith, de Pownall dans le Maine, a raconté à notre informateur que toute l'affaire était une trouvaille publicitaire pour payer sa note d'hôpital. S'il y a un livre là-dessus, il me rapportera suffisamment pour payer tout ce que je dois et vivre tranquille pendant 2 ans par la même occasion. Les gens sont prêts à croire n'importe quoi, prétend Smith. Pourquoi ne pas en profiter? Grâce à Vue intérieure, qui a toujours prévenu ses lecteurs qu'un médium en cache 2 faux, le train de l'abondance de John Smith a fini par dérailler. Nous renouvelons notre récompense de 1 000 $ à quiconque dénoncera un faux médium. Tricheurs et charlatans, attention. Johnny lut 2 fois l'article. Un sourire sinistre se dessina sur ses lèvres. Visiblement, la presse n'appréciait guère d'être considérée comme quantité négligeable. Herb lut l'article, puis il jeta la feuille sur la table avec dégoût. Tu devrais faire un procès à ce fils de pute, dit-il. Ce n'est rien d'autre que de la diffamation, Johnny. Un travail de démolition délibéré. Oh, d'accord, d'accord, dit Johnny. Dehors, il faisait nuit. La neige tombait silencieusement. Le vent hurlait sous l'auvent, et l'allée avait disparu sous la progression des petites dunes. Mais il n'y a pas eu de témoin, et Diz le sait très bien, dit Johnny. C'est sa parole contre la mienne. Il n'a même pas eu le courage de signer ce mensonge, dit Herb. Regarde-moi ça, un informateur de Vue intérieure. Qui est-ce cet informateur? Qu'il se nomme? Voilà ce que je dis. Mais c'est impossible, dit Johnny. Ils en font une question de principe. Gros titre, article vengeur, mais anonyme. Dans la mesure où je suis directement concerné, ils me rendent service. Je ne veux pas faire carrière en révélant au public où les vieux cachent leurs actions ou le billet de loterie qu'il faut acheter. Non, ce serait de la démence. Mais je ne vois pas le rapport avec cet article dégueulasse, dit Herb. Eh bien, si les gens pensent que je suis un imposteur, dit Johnny, peut-être me laisseront-ils tranquille. Ah, dit Herb. Ah, je vois ce que tu veux dire. Il alluma sa pipe. Tu n'as jamais beaucoup apprécié ton nouveau don, n'est-ce pas? Oh non, dit Johnny. C'est pourtant la seule chose qui semble intéresser mon prochain. Quand il allait au magasin faire des courses, la caissière essayait de prendre son argent sans toucher la main de Johnny. L'expression inquiète, apeurée de son regard ne pouvait tromper personne. De même, les amis de son père lui faisaient un petit signe au lieu de lui serrer la main. Au mois d'octobre, Herb avait engagé une jeune fille pour venir faire le ménage 1 fois par semaine. Au bout de 3 semaines, elle les avait quittés sans donner de raison précise. Sans doute lui avait-on appris pour qui elle travaillait en réalité. Ta mère, elle était certaine que tu avais le... Mais peu importe le mot, et quelquefois je me demande si elle n'avait pas raison. Johnny haussa les épaules. Tout ce que je demande, dit-il, c'est une vie normale. Je veux enterrer tout ça. Et si ce pétard mouillé m'y aide, ce sera tant mieux.
Mais tu posséderas toujours le don, n'est-ce pas demanda Herb en regardant attentivement son fils. Johnny se souvint de leur sortie moins d'une semaine auparavant, un petit événement compte tenu de leur pauvre budget. Ils étaient allés à Cole Farm, sans doute le meilleur restaurant des environs, un endroit toujours plein. La nuit était froide, la salle à manger gaie et accueillante. Johnny avait porté son manteau et celui de son père au vestiaire, et tandis qu'il fouillait parmi les vêtements à la recherche d'un porte-manteau libre, toute une série d'impressions précises s'était fait sentir. C'était comme ça, parfois. En d'autres circonstances, il aurait pu tenir entre ses mains ses vêtements pendant 20 minutes, sans rien ressentir du tout. Un manteau de femme avec un col de fourrure se trouvait là. Elle avait une liaison avec un des partenaires de jeu de poker de son mari. Elle en avait assez, mais ne savait pas comment rompre. Il y avait aussi un blouson de jean doublé de peau de mouton. Ce type aussi se faisait du souci au sujet de son frère blessé sur un chantier une semaine auparavant. Il y avait le parka d'un petit garçon. Sa grand-mère de Durkheim lui avait offert un transistor et il était furieux parce que son père n'avait pas voulu qu'il l'emporte dans la salle à manger. Et puis un autre, un simple par-dessus noir, l'avait glacé d'effroi et lui avait coupé l'appétit. Le propriétaire de ce vêtement était en train de devenir fou. Jusqu'à présent, rien d'évident, même sa femme ne se doutait de rien. Mais sa vision du monde s'assombrissait lentement. Oui, je peux encore le faire, répondit-il brièvement, mais je voudrais bien ne pas le pouvoir. Tu le penses vraiment demanda Herb. Johnny revint au par-dessus noir. Il avait à peine touché à son repas, regardant ici et là, essayant de localiser l'homme dans la foule, incapable de le faire. Oui, je le pense vraiment, répondit Johnny. Oh, il vaut mieux oublier tout ça, fils, dit Herb, en lui tapant sur l'épaule. Le mois suivant, tout semblait en effet oublié. Johnny partit assister à une réunion de professeurs et en profita pour transporter quelques affaires dans son appartement. Il avait utilisé la voiture de son père pour ce déplacement, et au moment du départ, Herb lui avait demandé « Tu ne te sens pas trop nerveux pour conduire ?» Johnny secoua la tête. Le souvenir de son accident ne le troublait plus à présent. Si quelque chose devait lui arriver, eh bien, elle lui arriverait. Mais tout au fond de lui-même, il était persuadé que la foudre ne frapperait pas 2 fois au même endroit. Quand l'heure de sa mort tournerait, ce ne serait pas dans un accident de voiture. En fait, le voyage fut calme et tranquille. Tous ceux de ses anciens collègues, qui enseignaient encore au collège, vinrent l'accueillir et l'encourager. Mais il ne pouvait s'empêcher de constater combien étaient rares ceux qui lui serrèrent la main, et il pouvait aussi déceler une certaine réserve, une méfiance dans leur regard. Sur le chemin du retour, il réussit à se convaincre que ce constat était le fruit de son imagination. La réunion terminée, il n'y avait plus rien d'autre à faire que retourner à Paonal et y attendre les vacances de Noël. Les colis contenant des objets personnels cessèrent d'arriver comme par enchantement. Le pouvoir de la presse, expliqua Johnny à son père. Ils furent remplacés par un bref afflux de lettres injurieuses et le plus souvent anonymes. Vous devriez brûler en enfer pour vous être moqué de la République américaine, disait une des plus typiques, écrite sur une feuille froissée de Ramada Inn. Elle avait été postée à York, en Pennsylvanie. Vous n'êtes qu'un con, une merde dégoûtante. Je remercie Dieu que ce journal vous ait démasqué. Vous devriez avoir honte de vous, monsieur. La Bible dit que le simple pécheur sera jeté dans un lac de feu et consumé. Mais un faux prophète brûlera éternellement, et vous êtes un faux prophète qui avez vendu votre âme pour quelques dollars. Ma lettre se termine, et j'espère pour vous ne jamais vous rencontrer sur les chemins de votre ville natale. Signé un ami. De Dieu, pas le vôtre, monsieur. Environ 2 douzaines de lettres de ce genre arrivèrent au cours des 20 jours qui suivirent la parution de l'article de Vue intérieure. Quelques âmes entreprenantes exprimèrent le désir d'avoir Johnny comme partenaire. « Je suis l'assistant d'un prestidigitateur », prétendait l'auteur d'une de ces lettres. « Et si vous préparez un numéro de magie, vous aurez besoin de nos services. » Puis les lettres cessèrent d'arriver, comme avaient cessé d'arriver les colis. Un jour de la fin novembre, alors qu'il avait trouvé la boîte aux lettres vide, Johnny, en revenant à la maison, se souvint qu'Andy Warhol avait pronostiqué que le jour viendrait où chacun en Amérique, durant sa vie, serait célèbre pendant un quart d'heure. Son quart d'heure venait de s'achever, et personne n'en était plus heureux que lui. En fait, il n'en était rien, ce n'était pas encore fini. « Smith » demanda une voix au téléphone. « John Smith ?»« Oui » répondit-il. Ce n'était pas une voix familière, ni un faux numéro. C'était une chose inhabituelle depuis que son père avait retiré son nom de l'annuaire.
Nous étions le 17 décembre, et leur appareil était placé dans un coin du salon. Dehors, il neigeait. Mon nom est Bannerman, shérif George Bannerman de Castle Rock. Il s'éclaircit la voix. J'ai une proposition à vous faire. Mais comment avez-vous eu mon numéro demanda Johnny. Bannerman s'est éclairci à nouveau la voix. Eh bien, j'aurais pu l'avoir par la compagnie du téléphone. Ça fait partie des privilèges de mon métier. Mais dans ce cas précis, je le tiens d'un ami à vous, le docteur Veizac. Sam Veizac vous a donné mon numéro interrogea Johnny. Oui, exactement, répondit le policier. Johnny s'assit, très perplexe. Le nom de Bannerman lui disait quelque chose. Il l'avait lu dans un article du supplément du dimanche. C'est le shérif du comté de Castle Rock, à l'ouest de Pownal, dans la région des lacs. Est-ce une affaire de police demanda Johnny. Oui, répondit Bannerman. Je pense qu'on peut dire que oui. Je me demandais si nous pourrions prendre une tasse de café ensemble. Est-ce que cela concerne Sam demanda Johnny. Oh non, répondit Bannerman. Le docteur Veizac n'a rien à voir là-dedans. Il m'a téléphoné et m'a donné votre nom. C'était il y a un mois au moins. Et pour être franc, j'ai d'abord cru qu'il plaisantait. Mais maintenant, je ne sais plus à quel sein me vouer. Et c'est à quel sujet demanda Johnny. Monsieur Bannerman, je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. Ce serait vraiment mieux si nous pouvions prendre une tasse de café ensemble, reprit Bannerman. Peut-être ce soir. Il y a un bar appelé John's dans la grande rue à Brington, à mi-chemin entre votre ville et la mienne. Non, je regrette, dit Johnny. Je veux savoir de quoi il s'agit, et pour quelle raison Sam ne m'a pas appelé directement. Bannerman soupira. Je suppose que vous ne lisez pas les journaux, dit-il. Il lisait les journaux attentivement, essayant de combler les vides de sa si longue absence, et il avait vu le nom de Bannerman récemment, il en était certain. Parce que Bannerman était sur les dents. Ah oui, il était chargé de... Johnny écarta le téléphone de son oreille et le surveilla avec une brutale attention, un peu comme on surveille un serpent venimeux. Monsieur Smith? Le ton était impatient. Allô, monsieur Smith? Oui, dit Johnny. Il en voulait à Sam Veizac, Sam qui lui avait recommandé la discrétion et qui avait donné son numéro à ce shérif de province. C'est l'affaire de l'étrangleur, n'est-ce pas demanda Johnny. Bannerman hésita un long moment, puis il reprit. Pouvons-nous en parler, monsieur Smith? Non, absolument pas, répondit Johnny. Le ressentiment était devenu fureur, fureur et aussi quelque chose d'autre, de l'effroi en quelque sorte. Monsieur Smith, reprit le policier, c'est important. Aujourd'hui, non, je veux qu'on me laisse seul, le coupa Johnny. D'autre part, vous ne lisez donc pas Vue intérieure? Je suis un imposteur de toute façon. Le docteur Veizac m'a dit que... commença le policier. Mais il n'avait rien à vous dire, explosa Johnny. Il tremblait. Au revoir, monsieur. Il jeta le téléphone sur son support et s'en éloigna vivement. Il sentait venir la migraine, douloureuse, lancinante. Je devrais peut-être appeler sa mère en Californie, lui dire où est son petit garçon, lui dire de prendre contact. Œil pour œil. Mais au lieu de ça, il chercha dans le répertoire le numéro de Sam à Bangor et appela. Dès qu'il entendit la sonnerie retentir à l'autre bout du fil, il raccrocha, à nouveau effrayé. Mais pourquoi Sam avait-il fait ça? Pourquoi? Il se retrouva en train de contempler l'arbre de Noël. Les mêmes vieilles décorations. Il les avait descendues du grenier, sorties de leur papier de soie, à accrocher et suspendues 2 jours auparavant. C'est bizarre, les décorations de Noël. Il n'y a pas beaucoup de choses que l'on conserve année après année quand on grandit. Pas tellement de continuité, pas d'objets qui puissent facilement servir à la fois à l'enfance et à l'âge adulte. Il n'y a que peu de choses auxquelles s'accrocher. Quelques livres peut-être, une médaille porte-bonheur, la collection de timbres qu'on a conservée et enrichie. Ajoutez à ça les décorations de Noël de la maison de vos parents. Les mêmes anges, ébréchés année après année, la même étoile argentée au sommet, le dernier carré de ce qui avait été une armée entière de boules de verre, celle-ci tirée par la main avide d'un bébé, cette autre qui avait glissé quand papa l'accrochait et s'était écrasée sur le sol. La rouge, avec une étoile de Bethléem peinte dessus, qui s'était simplement et inexplicablement cassée pendant la descente du grenier. Et l'arbre restait. Tu contemples les décorations, et tu te souviens que vous n'étiez que 2 cette année pour les arranger. Seulement 2, parce que ta mère est devenue folle et qu'elle est morte, mais les fragiles ornements de Noël sont toujours là, toujours accrochés sur l'arbre.
Quel pouvoir Dieu t'a-t-il transmis, Johnny se demanda-t-il. Oui, c'est vrai, Dieu est tout-puissant. Il m'a fait passer à travers le pare-brise d'une voiture, et je me suis cassé les jambes. J'ai passé 5 ans dans le coma, et 3 personnes sont mortes. La fille que j'aimais s'est mariée. Elle a un fils, qui devrait être le mien, d'un avocat qui se casse le cul pour réussir à Washington. Si je reste sur mes pieds plus de 2 heures, c'est comme si on m'enfonçait des éclats de verre dans les jambes jusqu'aux couilles. Dieu est vraiment très marrant. Il l'est même tellement qu'il a organisé un monde d'opérettes où une poignée de boules multicolores peut vous survivre. Un monde ordonné et dirigé par un Dieu de tout premier ordre. Il devait être de notre côté au Vietnam, parce que c'est de cette manière catastrophique qu'il mène les choses depuis le commencement des temps. J'ai un travail pour vous, Johnny. Ne vous dérobez pas, ne vous cachez pas. Il se frotta les tempes. Dehors, le vent s'était levé. Il espérait que son père se montrerait prudent sur le chemin du retour. Johnny se leva et enfila un gros pull. Il sortit et se dirigea vers le hangar. À gauche se trouvait la pile de bois, coupée dans le courant de l'automne, et à côté un casier de petits bois et un tas de vieux journaux. Il s'accroupit et commença à les feuilleter. Ses mains s'engourdirent rapidement, mais il poursuivit sa tâche et finalement trouva ce qu'il cherchait. Un journal du dimanche, vieux de 3 semaines. Il le rapporta à la maison, l'étala sur la table de la cuisine et commença à le parcourir. L'article était accompagné de plusieurs photos. L'une d'elles montrait une vieille femme fermant une porte, une autre, un car de police passant dans une rue pratiquement déserte, et 2 autres, des magasins presque vides. Le titre indiquait « La chasse à l'étrangleur de Castle Rock se poursuit ». 5 ans auparavant, selon l'article, une jeune femme, Alma Fréchette, qui travaillait dans un restaurant de la localité, avait été violée et étranglée. Une enquête menée conjointement par l'attorney général et le shérif avait été entreprise. Le résultat en avait été absolument nul. Une année plus tard, une femme violée et étranglée avait été découverte dans son petit appartement de Carbine Street à Castle Rock. 1 mois après, le tueur avait de nouveau frappé. Cette fois, la victime était une jeune et brillante étudiante. Une autre enquête avait été ordonnée. Les moyens du FBI avaient été utilisés, mais sans résultat. Au mois de novembre, le shérif Carl McKelso, chef de la police du district pratiquement depuis la guerre de sécession, avait été congédié, et George Bannerman nommé à sa place, en grande partie grâce à la campagne menée sur le thème, pour l'arrestation de l'étrangleur de Castle Rock. Mais 2 années étaient passées, et l'étrangleur n'avait pas été arrêté, mais aucun crime n'avait été commis. Puis, en janvier dernier, le corps de Carol Dumbarger, 17 ans, avait été découvert par 2 jeunes garçons. La jeune fille avait été signalée comme fugueuse par ses parents. Elle avait été souvent mêlée à des manifestations au collège de Castle Rock, où elle avait une réputation d'instable. Elle avait été renvoyée 2 fois pour vol et avait fait une fugue jusqu'à Boston. Bannerman et la police pensaient qu'elle avait dû faire du stop et que le tueur avait dû la prendre. Un redout, au milieu de l'hiver, avait dévoilé son corps près de Stemersbrook, où les 2 jeunes garçons l'avaient trouvée. Le médecin légiste avait déclaré qu'elle était morte depuis 2 mois. Puis, le 2 novembre, un autre crime avait été commis. La victime, un professeur de grammaire très apprécié, appelé Hertha Ringgold, membre de l'église méthodiste et d'une société de bonnes œuvres. Son corps avait été dissimulé dans un conduit souterrain qui longeait une route secondaire. La rumeur de l'assassinat de Miss Ringgold s'était répandue dans tout le nord de la Nouvelle-Angleterre, psychose comparable à celle provoquée par l'étrangleur de Boston, Albert DeSalvo. Comparaison qui n'aida pas à faire avancer les choses. William Boett, de l'Union Leader de Manchester, dans le New Hampshire, avait publié un éditorial intitulé « Les bons ariens de flics ». Cet article du supplément du dimanche, sentant le moisi, faisait mention de 2 psychiatres très heureux de commenter l'événement, aussi longtemps que leur nom n'était pas cité. L'un d'eux parlait d'éjaculation précoce, de l'irrépressible impulsion de commettre un acte de violence au moment de l'orgasme. Pas mal, pensa Johnny avec une grimace. Il les étrangle au moment de jouir. Son mal de tête empirait. L'autre article mettait l'accent sur le fait que les 5 meurtres avaient eu lieu à l'automne ou au début de l'hiver. Alors que la personnalité du maniaco-dépressif ne trouve pas de point de repère, il était fréquent pour ces malades de subir des sautes d'humeur au moment des changements de saison. Il peut se produire une dépression de la mi-avril jusqu'à fin août, puis s'amorce une remontée de la courbe jusqu'à la période des crimes. Pendant la crise, la personne en question serait très active sexuellement.
se montrerait audacieuse et optimiste. Il croit que la police est incapable de l'arrêter, avait conclu le psychiatre anonyme. L'article se terminait en remarquant que jusque-là, le comportement de la personne concernée était conforme aux observations cliniques de la maladie. Johnny laissa tomber le journal, regarda la pendule et constata que son père allait bientôt rentrer, à moins que la neige ne l'ait retardé. Johnny ramassa le vieux journal et le fourra dans le ventre de la cuisinière. « Ce n'est pas mon affaire, maudit Sam Weizsack. »« Ne vous cachez pas dans une cave, Johnny, avait-il dit. Il ne se cachait pas dans une cave, ce n'était pas le problème. C'était tout simplement qu'il avait du temps à rattraper. Perdre un grand morceau de votre vie vous donne le droit de le rattraper, n'est-ce pas? Et de vous apitoyer sur vous-même le plus possible. »« Et merde, murmura-t-il. Il se dirigea vers la fenêtre, jeta un coup d'œil au dehors. Rien d'autre à voir que la neige tombant en rafales. Il espérait que son père serait prudent, mais il espérait aussi qu'il arriverait assez vite pour mettre un terme à cette crise d'introspection. Il se retourna vers le téléphone et resta là, indécis. Apitoiement ou pas, il avait tout de même perdu de belles années, les meilleures si on regardait bien les choses. Il s'était donné du mal pour s'en sortir. N'avait-il pas droit à un peu de discrétion? N'avait-il pas droit à cette fameuse vie ordinaire? Mais ça n'existe pas, mon vieux, pensa-t-il. Peut-être, mais ce qui existe à coup sûr, c'est la vie anormale. Toucher les vêtements des gens et tout connaître dans l'instant, de leur détresse, de leurs petits succès, de leurs secrets, c'était anormal. Ce n'était pas un don, c'était une malédiction. Et supposons qu'il voie ce shérif. Rien ne prouvait qu'il pourrait faire quoi que ce soit pour lui. Et supposons qu'il le puisse, supposons qu'il puisse lui apporter son tueur sur un plateau d'argent. Ce serait la conférence de presse, et tout recommencerait. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de Weizsack. Il était 5 heures passées, et Sam devait être rentré chez lui. Le téléphone sonna 6 ou 7 fois. Johnny allait raccrocher quand Sam décrocha le combiné. « Sam » demanda Johnny. « John Smith » fit Sam. La joie était indéniable dans le ton de Sam, et peut-être aussi un peu de gêne. « Oui, c'est moi » fit Johnny. « Qu'est-ce que vous dites de cette neige » demanda Weizsack. « Ah, il neige aussi là où vous êtes » demanda Johnny. « Ah oui, il neige » répondit Weizsack. « Ça a commencé il y a 1 heure. Et ils disent... Mais John, c'est le shérif, c'est pour ça que vous êtes furieux. »« Oui, il m'a appelé, » dit Johnny. « Je me suis demandé ce qui se passait. Pourquoi lui avez-vous donné mon nom, et pourquoi ne m'avez-vous pas appelé pour me prévenir? Et surtout, pourquoi ne pas m'avoir appelé avant pour me demander si vous pouviez le faire ?» Weizsack soupira. « Johnny, je pourrais vous mentir, mais ça ne serait pas bien. Je ne vous ai pas appelé en premier lieu parce que j'avais peur d'essuyer un refus. Et je ne vous en ai pas parlé après parce que le shérif s'était moqué de moi. Et quand on se moque de mes suggestions, je pense qu'elles ne seront pas prises en considération. » Johnny se massa les tempes et ferma les yeux. « Mais pourquoi, Sam » demanda-t-il. « Vous savez ce que je pense de tout ça. C'est vous qui m'avez recommandé de me faire oublier. C'est vous-même qui me l'avez recommandé. »« C'est cet article dans le journal, » dit Weizsack. « Je me suis dit, 5 femmes sont mortes, 5. » Sa voix était sourde, haletante, ce qui ne fit qu'embarrasser Johnny plus encore. Il regrettait d'avoir appelé. « Et 2 toutes jeunes filles, une jeune mère et une institutrice, » reprit Weizsack. « Tout ça est donc si banal, tellement banal qu'on n'en fera même pas un téléfilm. Mais c'est pourtant vrai, une institutrice jetée dans un égout, comme un sac d'ordures. »« Vous n'allez pas m'associer à vos sentiments de culpabilité, » dit Johnny sans ménagement. « Oh non, peut-être pas, » dit Weizsack. « Écoutez, j'ai un mal de tête, » reprit Johnny, « et je voudrais au nom du Christ qu'on me laisse tranquille. Quand je vous ai parlé de votre mère, vous ne l'avez pas appelée, parce que, disiez-vous, certaines choses sont mieux perdues que trouvées. »« Mais ce n'est pas toujours vrai, Johnny, » dit Weizsack. « Cet homme est un cas terriblement dangereux. Il peut vouloir se suicider. Je suis certain que cette pause dans sa série de meurtres a été ainsi interprétée par la police. Un maniaco-dépressif connaît de longues périodes de rémission. On appelle ça un plateau de normalité. Puis il revient aux mêmes sautes d'humeur. Il a pu se suicider après le meurtre de l'institutrice le mois dernier. Mais s'il ne l'a pas fait, il peut tuer encore. 1 fois, 2 fois, 4 fois. Assez, fit Johnny. Mais pourquoi le shérif Bannerman vous a-t-il appelé, reprit Sam. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Je ne sais pas, répondit Johnny. Ses électeurs sont peut-être peu satisfaits de lui. Écoutez, Johnny, reprit Weizsack, je regrette de l'avoir appelé, et plus encore de ne pas vous avoir prévenu.
Oui, j'ai eu tort. Dieu sait que vous avez droit à une vie tranquille. D'entendre ses propres pensées ainsi énoncées ne lui remonta pas le moral. Au contraire, il se sentait de plus en plus misérable et coupable. Bon, très bien, Sam, fit Johnny. Écoutez, je ne dirai plus jamais rien à qui que ce soit, dit Veysac. Je suppose qu'il est trop tard pour vous faire des promesses, mais c'est tout ce que je trouve à dire. J'ai été indiscret. Pour un médecin, c'est impardonnable. Bon, bon, répéta Johnny. Il était désemparé. Les excuses de Sam ne faisaient qu'aggraver les choses. Est-ce que je vous verrai bientôt demanda Veysac. Je serai à Clive Mills le mois prochain, répondit Johnny. Parfait, fit Veysac. Et je m'excuse encore, John. Oh, cessez de répéter ça, pensa-t-il. Ils se dirent au revoir et Johnny raccrocha. Peut-être qu'il n'avait pas envie d'entendre Sam reconnaître ses torts. Peut-être qu'il aurait préféré entendre oui, je l'ai appelé, je voulais que vous vous bougiez, que vous fassiez quelque chose. Il allait et venait devant la fenêtre en contemplant les ténèbres. Jeté dans un égout comme un sac d'ordures. Herb rentra une demi-heure plus tard, jeta un coup d'œil à Johnny et remarqua sa pâleur. Était-ce la migraine demanda-t-il. Oui, fit Johnny. Forte? Oh, pas trop. Il faut regarder les informations, dit Herb. Des tas de gens de la NBC sont arrivés à Castle Rock cet après-midi. Et il y a cette femme journaliste que tu trouvais jolie, Cassie McKean. Il fut surpris par la réaction de Johnny. Un instant, ses yeux se fixèrent, pleins d'une indicible souffrance. Castle Rock? Il y a un autre crime demanda Johnny. Oui, répondit Herb. Ils ont trouvé une petite fille sur le pré communal ce matin. Une histoire affreusement triste. On suppose qu'elle a dû traverser la place pour aller à la bibliothèque. Elle y est allée, mais n'en est pas revenue. Mais Johnny, tu me fais peur, fils. Mais quel âge avait-elle demanda Johnny. Juste 9 ans, dit Herb. Un type qui fait une chose pareille devrait être pendu par les couilles. Voilà mon avis. 9 ans, dit Johnny en s'asseyant lourdement. Mais Johnny, demanda Herb, tu es certain que tout va bien? Tu es tout pâle. Tout va bien, dit Johnny. Voyons toujours la télé. Très vite, il fut question de la campagne de Fred Harris. Il ne faisait pas d'étincelles, selon le présentateur. Les décisions gouvernementales. D'après le président, les villes américaines devraient connaître l'usage fait du budget communal. Des incidents internationaux, puis l'histoire d'un garçon qui élevait une vache frappée de paralysie cérébrale. Peut-être qu'ils ont coupé ça, dit Herb. Mais après une annonce publicitaire, dans le Maine, il y a ce soir une ville qui vit dans l'inquiétude et la fureur. Il s'agit de Castle Rock. Au cours de ces 5 dernières années, 5 crimes affreux y ont été commis. 5 femmes de 15 à 71 ans ont été enlevées et étranglées. Aujourd'hui, un 6e crime a eu lieu. La victime est une petite fille de 9 ans. Catherine McKean est à Castle Rock et suit l'enquête pour nous. Elle était là, en surimpression sur l'image. Elle se tenait devant la mairie. La première neige de l'après-midi avait poudré les épaules de son manteau et ses cheveux blonds. Une vague d'hystérie est en train de s'étendre sur une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, commença-t-elle. Les habitants de Castle Rock sont fort inquiets, et depuis longtemps, au sujet de celui que la presse locale appelle l'étrangleur de Castle Rock ou le tueur de novembre. Cette inquiétude vient de se muer en terreur. Personne ici ne trouvera que le mot est trop fort. À la suite de la découverte du corps de Mary-Kate Andreasen sur la place, non loin du kiosque à musique, où avait été retrouvé le corps de la première victime, une serveuse de bar du nom d'Alma Fréchette. Panoramique de la place, morne et lugubre, sous l'averse de neige, suivie d'une photographie d'école de Mary-Kate Andreasen, riant effrontément sous son accoutrement des grands jours. Ses cheveux très fins étaient d'un blond argenté, sa robe bleu électrique. Sans aucun doute sa plus jolie robe, pensa Johnny. Sa mère lui avait mis ce qu'elle avait de mieux pour la photo. Le reportage se poursuivait. Maintenant, on passait en revue les crimes précédents. Johnny était au téléphone, l'Inter d'abord, puis Castle Rock. Il avait très mal à la tête. Herb, sorti du living room, le regarda, surpris. « À qui téléphones-tu » Johnny hochait la tête, guettait la sonnerie à l'autre bout du fil. On décrocha. « Le bureau du shérif de Castle Rock ? Je voudrais parler au shérif Bannerman, s'il vous plaît, dit Johnny. Votre nom demanda-t-on. C'est John Smith de Pownall. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Johnny se retourna et vit sur l'écran de la télé Bannerman emmitouflé dans une grosse parka avec ses insignes sur l'épaule.
Il avait l'air mal à l'aise, traqué par les questions des journalistes. C'était un homme aux larges épaules, penchant la tête sous des cheveux sombres et bouclés. Il portait des lunettes sans monture qui paraissaient déplacées, comme le sont toujours les lunettes sur un homme corpulent. « Nous suivons plusieurs pistes, disait Bannerman. « Allô, monsieur Smith » dit Bannerman. De nouveau, cette étrange impression de dédoublement. Bannerman n'était à deux endroits à la fois. Deux séquences en même temps, si vous vouliez voir les choses comme ça. Johnny, un instant, fut saisi par le vertige. « Monsieur Smith, vous êtes là ?»« Oui, j'ai changé d'avis, dit Johnny. »« Oh, bravo! Je suis fameusement content d'entendre ça, dit le shérif. Mais il se peut que je ne sois pas à même de vous aider, vous savez, dit Johnny. Oh, je sais, répondit Bannerman. Mais qui ne risque rien n'a rien. Bannerman s'est éclairci la voix. Il me ferait sortir de la ville au bout d'une corde s'il savait que je fais appel à un médium. Johnny eut un triste sourire. Et un médium discrédité, qui plus est. Est-ce que vous savez où se trouve Jones à Brington demanda Bannerman. Je trouverai, dit Johnny. Pouvons-nous nous y retrouver à 8 heures demanda le shérif. Oui, répondit Johnny. Merci, monsieur Smith. Herb le regardait. Derrière lui, les nouvelles télévisées continuaient. Il t'avait déjà appelé demanda Herb. Oui, répondit Johnny. Sam Weisac lui a dit que je pourrais peut-être l'aider. Penses-tu pouvoir le faire demanda Herb. Oh, je ne sais pas, dit Johnny. Mais ma migraine est déjà moins douloureuse. Un quart d'heure plus tard, il arrivait au restaurant Jones à Brington, sans doute le seul établissement ouvert de la bourgade. À la jonction des routes 302 et 117, un feu orange clignotait tandis que le vent hurlait. Une voiture de police, Castle County Sheriff, peint en doré sur la portière, était rangée devant chez Jones. Bannerman était assis devant une tasse de café et une assiette de chili. La télévision était trompeuse, ce n'était pas un homme corpulent, c'était un homme énorme. Johnny s'avança et se présenta. Bannerman se leva et serra la main offerte en regardant le visage de Johnny, pâle et tendu. Le corps aminci du jeune homme semblait flotter dans son caban, et la première pensée de Bannerman fut « Ce type est malade, il ne fera sûrement pas de vieux os ». Seul le regard de Johnny, très bleu, direct, fermement fixé sur celui de Bannerman, semblait vivant. « Je suis heureux que vous soyez venu, dit Bannerman. Voulez-vous un café ?»« Avec plaisir, répondit Johnny. Et que diriez-vous d'un chili reprit le policier. Ils sont fameux ici. Je ne devrais pas en manger, car j'ai un ulcère, mais tant pis. Lisant la surprise sur le visage de Johnny, il lui sourit et poursuivit. Oui, je sais, ça surprend, un ulcère chez un homme si costaud. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Les nouvelles et la petite fille, répondit Johnny. Mais êtes-vous sûr que c'est le même type? Oh oui, c'est le même, répondit Bannerman. Il regarda Johnny alors que la serveuse s'approchait. Café demanda-t-elle. Un thé, s'il vous plaît, répondit Johnny. Et apportez-lui une assiette de chili, mademoiselle, ajouta Bannerman. Quand elle eut disparu, il poursuivit. Ce docteur, Weisac, il prétend que si vous touchez un truc quelconque, vous devinez parfois d'où ça vient, à qui ça appartient, enfin, des choses comme ça. Johnny sourit. Oui, et là, je viens de vous serrer la main, et je peux vous dire que vous avez un setter irlandais qui s'appelle Rusty. Je sais aussi qu'il est vieux, qu'il devient aveugle, et qu'il va falloir penser à le faire piquer, mais vous ne savez pas comment le dire à votre fille. Bannerman en laissa tomber sa cuillère dans son chili. Plop. Il fixa Johnny, la bouche ouverte. « Mon Dieu! Vous avez tiré cela de moi en me serrant la main ?» Johnny acquiesça. Bannerman hocha la tête et murmura. « C'est une chose d'entendre parler d'un truc comme ça, et une autre de... Et ça ne vous fatigue pas ?» Johnny regarda Bannerman. C'était la première fois qu'on lui posait cette question. « Oh si, ça me fatigue, » répondit Johnny. « Mais vous saviez ?» demanda le shérif. « Oui, » répondit Johnny. « Mais, shérif, oh, appelez-moi George, tout bêtement George. »« Ok, et moi Johnny, tout bêtement Johnny. »« Alors George, tout ce que j'ignore de vous remplirait 5 volumes. J'ignore où vous avez grandi, qui sont vos amis, où vous habitez. Je sais que vous avez une petite fille qui s'appelle Cathy, mais j'ignore ce que vous avez fait la semaine dernière, votre marque de bière favorite ou le programme télé que vous préférez. » « Ma fille s'appelle Katrina, dit doucement Bannerman. Elle a 9 ans. Elle était dans la classe de Mary-Kate. »«
Ce que j'essaye de vous faire comprendre, George, reprit Johnny, c'est que je n'ai pas la science infuse. La serveuse revint avec le thé et le chili. Johnny le goûta et reconnut. Vous aviez raison, c'est bon, surtout par une soirée comme celle-ci. Eh bien, allez-y, invita Bannerman. Moi, j'aime le chili, le bon. Mon ulcère me fait souffrir l'enfer, mais je t'emmerde que je lui dis, et à la tienne. Ils se turent un moment, Johnny occupé par son plat et Bannerman l'observant avec curiosité. Il pensait que Smith pouvait avoir appris l'existence de son chien et de son nom, Rusty. Il pouvait même avoir appris que Rusty était vieux et presque aveugle. On pouvait même aller plus loin. Il savait le nom de Katrina. Il pouvait avoir employé ce diminutif de Cathy pour ajouter une touche de réalisme à la vérité dans ce qu'elle peut avoir d'hésitant. Mais rien de tout cela n'expliquait cette bizarre impression qu'il avait ressentie quand Smith lui avait serré la main. Si c'était un simulateur, ça en était un fameux. Dehors, le vent soufflait en rafales qui semblait vouloir ébranler le petit bâtiment. « Écoutez ça, dit Bannerman, et n'allez pas me dire qu'il n'y a plus de saison. »« Avez-vous quelque chose ayant appartenu à ce type » demanda Johnny. « Peut-être, répondit Bannerman en branlant la tête, mais c'est vraiment pas épais. » Bannerman se lança dans de grandes explications. L'école et la bibliothèque se faisaient face sur la place, et il était courant d'envoyer à cette dernière les élèves qui avaient besoin d'un livre. Leur professeur leur donnait un mot que le bibliothécaire paraphait quand il sortait. Au milieu de la place, le terrain allait en pente. Sur le côté gauche de la pente se trouvait le kiosque à musique, et dans le creux lui-même, 2 douzaines de bancs permettaient aux gens de s'asseoir pendant les concerts ou les parties de foot. « Nous pensons qu'il s'est assis là pour attendre le passage d'un enfant, » dit le policier. Il se trouvait alors hors de vue des 2 extrémités de la place, mais un sentier passe sur le côté nord, tout près de ces bancs. Bannerman hocha lentement la tête. Ce qui complique encore les choses, c'est que mademoiselle Fréchette a été tuée dans le kiosque. Je vais devoir affronter une tempête de merde à la réunion du conseil municipal de mars prochain, si je suis encore en poste. Je pourrais toujours leur faire remarquer que j'ai écrit au maire pour réclamer des policiers sur la place pendant les heures de classe. Mais je ne pensais pas du tout à cet assassin. Jamais, même au cours de mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé qu'il reviendrait ici commettre un second crime. « Et le maire a-t-il fait quelque chose » demanda Johnny. « Manque de crédit » répliqua Bannerman. « Bien sûr, il pourra faire taire les conseillers municipaux qui essaieront de me noircir, et l'herbe poussera sur la tombe de Mary-Kate Andreasen. » Il fit une pause, s'inquiétant d'avoir trop parlé. Johnny l'observait avec sympathie. « Mais ça ne fait aucune différence, de toute façon, » poursuivit Bannerman d'une voix plus calme. Ils avaient trouvé une douzaine de mégots au bout d'un des bancs et 4 autres derrière le kiosque, ainsi qu'une boîte de Marlboro, la 2e ou 3e marque au hit-parade des fumeurs du patelin. Le paquet avait été examiné pour les empreintes digitales, mais ça n'avait rien donné. « Rien donné » s'étonna Johnny. « C'est drôle. »« Pourquoi » demanda Bannerman. « Eh bien, même si l'assassin portait des gants, » dit Johnny, « après tout il faisait froid, il y avait bien eu un vendeur. » Bannerman sourit. « Vous êtes doué pour ce travail, dit-il, mais vous n'êtes pas fumeur. »« Non, dit Johnny. »« Eh bien, un homme garde ses cigarettes dans sa poche de poitrine, dit le policier. Il les sort, en prend une et range le paquet. Si vous portez des gants, d'une part, vous ne laissez pas d'empreinte, mais d'autre part, vous polissez la cellophane. Vous voyez ? Et il y a autre chose que vous oubliez, Johnny. Est-il besoin que je vous le dise ?» Johnny réfléchit puis déclara. « Le paquet sortait d'une cartouche, et les cartouches sont emballées mécaniquement. »« Voilà, » approuva Bannerman. « Vous êtes fait pour ce métier. »« Et le timbre » demanda Johnny. « Du Maine, » dit Bannerman. « Ainsi, si l'assassin et le fumeur sont le même homme, » fit pensivement Johnny. Mais Bannerman haussa les épaules. Évidemment, il y a toujours la possibilité qu'il y ait eu 2 personnes, mais qui aurait pu avoir l'idée de s'asseoir sur la place par une froide matinée assez longtemps pour fumer 12 ou 16 cigarettes. « Et les enfants, ils n'ont rien vu » s'enquit Johnny. « Non, rien » répondit Bannerman. « J'ai interrogé tous les enfants qui sont allés à la bibliothèque ce matin-là. »« C'est encore plus étrange que les empreintes, vous ne trouvez pas » demanda Johnny. « Mettons que le type soit là, » dit le policier, « que ce qui l'attend soit un enfant, une fille. Il peut les entendre revenir et se cacher à chaque fois derrière le kiosque. »« Y avait-il des traces de pas » demanda Johnny. « Non, pas ce matin-là, » répondit Bannerman. « Il n'y avait pas de neige. La terre était gelée. Et vers 8h30, Peter Harrington et Melissa Loggins arrivent.
Quand ils sont passés, notre homme regagne son banc. À 9h15, il retourne de nouveau derrière le kiosque. Cette fois, ce sont deux petites filles, Suzanne Florati et Katrina Bannerman. Johnny laissa retomber bruyamment sa tasse de thé. Bannerman avait enlevé ses lunettes et les essuyait furieusement. « Votre fille est passée par là, le matin en question ?» Bannerman remit ses lunettes, le visage assombri et marqué par la rage. « Il a peur, pensa Johnny. Peur non pas que les électeurs ne le désavouent ou que l'Union Linder ne publie un autre éditorial sur les flics bons à rien, mais peur rétrospectivement pour sa fille. »« Oui, acquiesça Bannerman doucement. Je pense qu'elle a dû passer à 4 pas de cette bête féroce. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que cela me fait. »« Oh, je m'en doute, dit Johnny. Non, je ne pense pas que vous puissiez y arriver. C'est pour cela que je vous ai appelé. Je voudrais lui mettre la main dessus, maintenant. » Dehors, un énorme tracteur orange surgit. Il se rangea, et deux hommes en descendirent, qui traversèrent la rue pour entrer chez Jones et s'installer au comptoir. « Donc, le type retourne à son banc, poursuivit Bannerman, mais pas pour longtemps. Vers 9h25, il entend le petit Harrington et la petite Loggins revenir de la bibliothèque. Il se cache donc de nouveau derrière le kiosque. Il devait être environ 9h25, puisque le bibliothécaire a signé leur bulletin à 9h18. À 9h45, 3 garçons de la classe de 5e passent devant le kiosque en allant à la bibliothèque. L'un d'entre eux croit avoir vu un type de l'autre côté du kiosque, mais voilà toute sa description, un type. Bannerman eut un rire qui ressemblait à un aboiement. À 9h55, ma fille et son amie Suzanne passent pour retourner à l'école. Puis vers 10h05, Mary-Kate s'avance, seule. Katrina et Suzanne la croisent, elles se disent bonjour. « Mon Dieu !» murmura Johnny en se passant la main dans les cheveux. « Pour finir, reprit le policier, à 10h30, les 3 garçons de 5e repassent. L'un d'eux voit quelque chose. C'est Mary-Kate, la culotte arrachée, du sang sur les jambes et le visage. Oh, son visage !»« Oh, calmez-vous, dit Johnny, en posant sa main sur le bras de Bannerman. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, reprit Bannerman, en 18 ans de service dans la police. Il avait enlevé cette petite fille, cela aurait dû lui suffire pour la tuer. Et le médecin qui l'a examinée dit que la manière dont il a fait ça a déchiré quelque chose et que ça avait suffi à la tuer. Mais il a continué à l'étrangler. 9 ans, étranglé et abandonné, sa culotte arrachée. » Bannerman se mit à pleurer. Au comptoir, les 2 gars de Brington parlaient du Super Bowl. Bannerman épongea son visage avec son mouchoir, haussa les épaules et soupira avant de remettre son mouchoir dans sa poche. Ses yeux étaient rouges, et Johnny remarqua combien son visage semblait nu sans lunettes. « Je suis désolé, dit le policier. Ça a été une rude journée. »« Oh oui, je suppose, dit Johnny. »« Je savais que je craquerais, reprit Bannerman, mais je pensais pouvoir tenir jusqu'à chez moi. »« C'est normal, dit Johnny. »« Vous êtes sympa, remarqua Bannerman. Vous êtes même mieux que ça. Vous avez quelque chose, quoi, je serais incapable de le dire, mais quelque chose. »« Et qu'avez-vous d'autre pour continuer ? Demanda Johnny. »« Rien, répondit le policier. J'en prends plein la tête, mais la police d'État ne s'est pas particulièrement distinguée, pas plus que l'envoyé de l'attorney général, ni notre chouchou du FBI. Le laboratoire a pu étudier le sperme, mais ce n'est pas d'une grande utilité à ce niveau de l'enquête. Ce qui m'intrigue le plus, c'est l'absence de poils ou de peau sous les ongles des victimes. Toutes ont dû se débattre, mais nous n'avons pas un millimètre de peau. Le diable doit être du côté de ce type. Il n'a pas perdu un seul bouton. Un enquêteur d'Augusta nous a bien dit que ces gens-là se trahissaient tôt ou tard. C'est réconfortant, mais que se passera-t-il si c'est tard ? 12 cadavres de plus ? Le paquet de cigarettes est à Castle Rock ? Demanda Johnny. Oui, répondit Bannerman. Johnny se leva. Allons-y faire un tour. On prend ma voiture ? Demanda le policier. Oui, répondit Johnny. Par une nuit comme celle-ci, il est bon d'être avec un policier. La tempête de neige faisait rage, et ils mirent plus d'1 heure pour arriver à Castle Rock. Il était 10h20 quand ils entrèrent dans les locaux de la police. Ils secouèrent la neige de leurs bottes. Il y avait là une douzaine de journalistes, la plupart assis sous l'affreux portrait du fondateur de la ville. Ils se levèrent et entourèrent Bannerman et Johnny. « Shérif, est-il exact que l'enquête piétine ?»« Je n'ai rien à vous dire pour l'instant, » répondit Bannerman, impassible. « Le bruit court que vous avez appréhendé un homme d'Oxford, shérif, est-ce exact ?»
Non, mais excusez-nous. Mais leur attention s'était tournée vers Johnny, qui ressentit un vide dans les entrailles, en reconnaissant au moins deux visages entrevus lors de la conférence de presse de l'hôpital. Seigneur, s'exclama l'un d'eux, vous êtes bien Johnny Smith? Oui, répondit-il, c'est moi. Le médium? Reprit un autre. Laissez-nous passer, intervint Bannerman en haussant la voix. Vous n'avez donc rien de mieux à faire? Selon vue intérieure, vous êtes un mystificateur, lança un jeune homme vêtu d'un lourd par-dessus. Est-ce vrai? Vue intérieure écrit ce qui lui plaît, dit Johnny. Vous niez donc ce que raconte le journal? Je ne vous dirai rien de plus, ajouta Johnny. Tandis que le shérif et lui franchissaient une porte vitrée, les journalistes se ruèrent sur les téléphones. Maintenant c'est vraiment la merde, dit Bannerman, désespéré. Je jure devant Dieu que je ne pensais vraiment pas qu'il serait encore là par une nuit pareille. J'aurais dû vous faire entrer par derrière. Oh, comme si vous ne le saviez pas, dit Johnny avec amertume. Nous adorons la publicité, nous autres médiums. Oh non, je n'en crois rien, dit Bannerman. Enfin, pas vous. Mais c'est fait, on n'y peut plus rien. Johnny voyait déjà les gros titres dans les journaux. Le shérif de Castle Rock fait appel à un médium dans l'affaire de l'étrangleur. Un prophète va s'occuper du tueur de novembre. Deux policiers se trouvaient dans le bureau. L'un d'eux dormait, tandis que l'autre, tout en buvant du café, consultait d'un air renfrogné une pile de documents. Sa femme l'a mis dehors ou quoi demanda aigrement Bannerman en désignant le dormeur. Oh, il vient d'Augusta, répondit le policier, en dévisageant Johnny avec curiosité. Johnny Smith, présenta Bannerman. Et voici Frank Dodd. Et la belle au bois dormant, c'est Roscoe Fisher. Roscoe dit que l'attorney général veut prendre l'affaire en main, expliqua Dodd à Bannerman, l'air furieux. Un vrai cadeau de Noël. Bannerman posa sa main sur la nuque de Dodd et le secoua amicalement. Tu prends l'affaire trop à cœur, Frank, tu y passes trop de temps. Je continue à croire qu'il y a peut-être quelque chose dans ces rapports, répondit le policier. Il haussa les épaules. Oui, quelque chose, ajouta-t-il. Rentre chez toi et repose-toi, Frank, dit Bannerman. Emmène la belle au bois dormant avec toi. Un de ces journalistes risquerait de le prendre en photo, avec pour légende, à Castle Rock, l'enquête continue. Nous nous retrouverions tous en train de balayer les rues. Bannerman conduisit Johnny dans son bureau. La table disparaissait sous les paperasses. Sous la tablette de la fenêtre, une photo de Bannerman avec sa femme et sa fille Katrina. Sur un des murs, son diplôme, encadré, et à côté, dans un autre cadre, la première page du Call de Castle Rock annonçant son élection. Un café proposa Bannerman en ouvrant une armoire métallique. Non, merci, répondit Johnny. Je reste fidèle au thé. Désolé, mais Mrs. Sugarman garde fidèlement son thé et l'emporte chez elle chaque soir. Oh putain, ces journalistes, comme j'aurais aimé qu'ils rentrent chez eux. N'en parlons plus, dit Johnny. Bannerman revint avec une petite enveloppe fermée. Voilà, dit-il. Il hésita un instant, puis la lui tendit. Johnny la prit, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. Comprenez-moi bien, dit Johnny, je ne peux rien promettre. Parfois je peux, parfois non. Bannerman haussa les épaules, l'air las, et répéta. Qui ne risque rien n'a rien. Johnny ouvrit l'enveloppe et en sortit un paquet vide de Marlboro. Il prit la boîte rouge et blanc dans sa main gauche et fixa le mur, un mur gris. Un mur gris neutre, une boîte rouge et blanc. Il fit passer le paquet dans son autre main, puis le plia en deux. Il attendit quelque chose, n'importe quoi, mais rien. Il le garda longtemps, espérant contre tout espoir. Finalement, il rendit le paquet. « Je suis désolé, dit-il. » Après avoir frappé à la porte pour la forme, Roscoe Fisher passa la tête dans l'embrasure, l'air un peu confus. « Frank et moi, nous allons rentrer, George. »« Très bien, dit Bannerman. Et mes amitiés à Dinny. »« Ça valait tout de même la peine d'essayer, reprit-il à l'adresse de Johnny. « Je vais vous raccompagner. »« Je voudrais aller sur place, dit brusquement Johnny. »« Oh, ça ne vaut pas la peine, dit le policier. Elle est sous un pied de neige. »« Vous pouvez tout de même retrouver l'endroit, demanda Johnny. »« Oh, bien sûr, dit Bannerman. Mais à quoi bon ? » Je ne sais pas, dit Johnny, mais allons-y. Les journalistes vont nous poursuivre, Johnny, dit le policier. Ne m'avez-vous pas parlé d'une porte de derrière demanda Johnny. Oui, mais c'est une porte de secours, répondit Bannerman. Pour entrer, pas de problème, mais pour sortir, cela déclenche le signal d'alarme. Johnny siffla entre ses dents. Eh bien, qu'ils nous suivent. Bannerman le regarda pensivement, puis accepta.
Quand ils sortirent, les journalistes se levèrent et les entourèrent immédiatement. Ils rappelèrent à Johnny un chenil à Durham, où une vieille et étrange femme gardait des bergers allemands. Quand vous passiez à proximité, avec votre canne à pêche, les chiens se précipitaient, aboyant et grognant, grondant après vous. Ils voulaient pincer sans vraiment mordre. Vous savez qui a fait ça, Johnny? Vous avez une idée, une inspiration? Shérif, c'est une idée à vous de faire appel à un médium? Et la police d'État et le bureau de l'attorney général sont-ils au courant de ce recrutement? Pensez-vous pouvoir arriver à un résultat, Johnny? Shérif, c'est vous qui avez engagé ce type? Bannerman, lentement mais sûrement, se fraya un chemin. Pas de commentaires, disait-il. Johnny se taisait. Les journalistes se rassemblèrent dans le hall, tandis que Bannerman et Johnny descendaient les marches enneigées. Quand ils eurent dépassé le bâtiment et traversé la rue, les journalistes comprirent enfin qu'ils se dirigeaient vers la place. Certains revinrent sur leurs pas pour prendre leurs manteaux. Ceux qui étaient déjà habillés leur emboîtèrent le pas, dévalant les marches et s'interpellant comme des gosses. Des torches électriques agitaient dans les ténèbres, un vent soufflant en rafales. « Vous ne pourrez rien voir, dit Bannerman. Il fut presque renversé par un journaliste en gros par-dessus. « Oh, désolé, shérif, s'excusa-t-il piteusement. J'ai glissé. » Un peu plus loin, une corde de nylon jaune tendue tranchait dans l'obscurité. Un écriteau malmené par le vent indiquait « Enquête policière ». « Reculez tous, reculez » dit Bannerman. « La place est à tout le monde, shérif » s'écria un des journalistes. « C'est vrai, dit-il, mais ça, c'est le travail de la police. Vous restez derrière la corde, ou vous passez la nuit en tôle » ordonna Bannerman en soulevant la corde pour faire passer Johnny. Ils descendirent le talus en direction des amoncellements de neige qui indiquaient l'emplacement des bancs. Les journalistes restaient groupés derrière la corde, suivant le faisceau de leurs lampes. « C'est là » demanda Johnny. « Non, pas encore » répondit Bannerman. « J'avais dit à Frank qu'il pouvait enlever la corde, mais maintenant je suis content qu'il n'en ait rien fait. Voulez-vous aller jusqu'au kiosque ?»« Pas tout de suite, » dit Johnny. « Montrez-moi où se trouvaient les mégots. » Ils avancèrent encore un peu, puis Bannerman s'arrêta. « C'est là, » indiqua-t-il, en dirigeant sa lampe vers une masse blanche qui devait être un banc. Johnny retira ses gants, les mit dans sa poche, puis s'agenouilla et creusa la neige pour dégager le siège du banc. Bannerman fut à nouveau frappé par la pâleur de son visage. À genoux, il avait l'air d'un pénitent. Autrefois, le banc était vert, mais presque toute la peinture s'en était écaillée. 2 tiges de fer rouillées fixaient le siège à l'armature métallique. Il saisit le banc à 2 mains et un soudain mystère l'envahit. Il n'avait rien ressenti d'aussi intense auparavant. Il fixa le banc et s'y agrippa. C'était... Combien de personnes avaient pu s'asseoir là, un jour ou l'autre, pour écouter God Bless America ou Stars in Strips Forever? Feuilles vertes de l'été, brumes automnales, comme un souvenir de la poussière des moissons, des hommes avec des râteaux à la nuit tombante. Le bruit sourd d'un tambour, trompette d'or sombre et trombone. Uniforme de l'orchestre de l'école, public des beaux jours d'été, assis là, applaudissant, regardant leur programme qui avait été dessiné et imprimé à l'école des arts plastiques de Castle Rock. Mais ce matin, un tueur s'était assis là, Johnny le sentait. Branche noire d'un arbre, se détachant sur le ciel gris de neige. Il s'était assis là, fumant, attendant, aussi heureux que s'il était sur le point d'assister à son triomphe, fredonnant une chanson, un air des Rolling Stones. Je ne sais pas quoi exactement, mais tout est quoi? Parfait, tout est bien, tout est gris et attend la neige, et moi... Habile, murmura Johnny. Je suis habile, si adroit. Bannerman s'approcha, incapable de saisir les paroles dans le hurlement du vent. Quoi? Demanda le policier. Habile, répéta Johnny, levant les yeux vers Bannerman. Le shérif recula. Les yeux de Johnny étaient froids et lointains. Ses cheveux sombres, agités par le vent, étaient rabattus sur son visage. Il avait les mains rivées au banc. Putain, je suis habile, dit-il distinctement. Un sourire triomphant étirait ses lèvres. Son regard transperçait Bannerman. Personne n'était capable d'inventer cela, de produire une telle mise en scène. Et le plus terrible, c'est que cela lui rappelait quelqu'un, le sourire, l'intonation de la voix. Johnny Smith avait disparu, remplacé par un autre. Dissimulé derrière les traits de Johnny, un autre visage apparaissait, le visage du tueur. Un visage que lui, Bannerman, connaissait. « Vous ne me prendrez jamais, parce que je suis trop habile pour vous, » dit Johnny. Un petit rire lui échappa.
Je mets ça à chaque fois, et si elles griffent ou si elles mordent, elles n'emportent rien de moi, parce que je suis le plus habile. » Sa voix s'éleva en un cri de triomphe qui rivalisa de fureur avec le vent, et de nouveau Bannerman recula d'un pas. « Assez, pensait-il, arrêtons maintenant. » Mais Johnny se pencha sur le banc, de la neige fondue coulant entre ses doigts. Neige, neige silencieuse et secrète. Elle m'a mis une pince à linge pour que je sache ce que ça fait quand on attrape une maladie. Une maladie de ces salopes, toutes des salopes, et il faut les arrêter, les arrêter. Oh mon Dieu ! Il était redevenu enfant. Il s'en allait à l'école en marchant dans la neige, et un homme apparaissait dans toute cette blancheur, un homme terrible, un homme noir, riant aux éclats, avec des yeux aussi brillants que des pièces neuves. Il tenait un panneau stop dans une main gantée. Lui, lui ! Oh, ne le laissez pas m'emporter, maman, ne le laissez pas ! Johnny hurla et s'écarta du banc, pressant ses mains sur ses joues. Il regarda Bannerman douloureusement. Il voyait toujours cette forme noire émergeant de la neige, avec ses yeux brillants, l'entrejambe meurtrie par la pince à linge que la mère du tueur y avait placée. Il n'était pas un assassin alors, ni une bête, ni une ordure. Il n'était qu'un petit garçon affolé, avec une pince à linge sur son... « Aidez-moi à me relever, » murmura Johnny. Bannerman lui donna un coup de main. « Le kiosque à musique maintenant, » dit Johnny. « Oh non, je pense qu'il vaut mieux rentrer, » dit le policier. Johnny l'écarta d'un geste et se dirigea, en trébuchant, un peu plus loin, vers la grosse forme ronde qu'on avait peine à distinguer dans l'obscurité. Bannerman se précipita et agrippa Johnny. « Alors qui est-ce? Vous savez ?»« Vous n'avez jamais trouvé de parcelle de tissu sous ses ongles parce qu'il portait un ciré, » haleta Johnny. « Un ciré avec un capuchon, un ciré de vinyle. Consultez les rapports. Oui, retournez consulter les rapports, et vous verrez que chaque fois il pleuvait ou il neigeait. Elles griffaient, elles se débattaient, mais leurs doigts ne faisaient que glisser. »« Mais qui, Johnny? Qui ?» demanda Bannerman. « Oh, je ne sais pas pour l'instant, » dit Johnny, « mais je vais savoir. » Il buta sur la première des 6 marches qui conduisaient au kiosque, essaya de retrouver son équilibre et n'y parvint qu'avec l'aide de Bannerman. Puis ils atteignirent l'estrade. Peu de neige à cet endroit. Bannerman le balaya du faisceau de sa torche. Johnny tomba sur les mains et les genoux et commença à avancer lentement, les mains rougies. Puis il s'arrêta et renifla comme un chien. « Là !» murmura-t-il. « C'est là !» Vision, sensation, impression l'envahirent, goût acide de l'excitation. La fille était au supplice et essayait de crier. Il lui fermait la bouche d'une de ses mains gantées. Horrible excitation. Jamais ils ne me prendront. Je suis l'homme invisible. Est-ce que c'est assez ignoble pour vous, hein, maman? Johnny commença à bredouiller en balançant la tête d'arrière en avant. Bruit de vêtements déchirés, chaleur, un écoulement, du sang, du sperme ou de l'urine? Il commença à trembler, cheveux rabattus sur le visage. Son visage encadré par un capuchon, tandis que ses mains se referment sur le petit cou au moment de l'orgasme et serrent encore. La force abandonna ses bras, les images s'évanouirent et il glissa en avant. Il gisait maintenant, secoué de sanglots, sur l'estrade. Quand Bannerman lui toucha l'épaule, il se mit à crier, puis peu à peu s'apaisa. Il renversa la tête contre la balustrade du kiosque et ferma les yeux. Des frissons secouaient son corps. Ses vêtements étaient poudrés de neige. « Je sais qui c'est, dit-il.